Bonsoir à tous. Comme vous le savez tous aujourd'hui, Jean-François Dardenne est souffrant, ce qui l'éloigne de la mairie depuis une bonne semaine. Raison pour laquelle il m'a demandé de le suppléer et de tenir le conseil de ce soir. Ce que je fais pour lui, avec l'aide de mes collègues et des services que je remercie pour leur soutien. Le conseil municipal du 19 mai est ouvert. Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer la séance. Désignation du ou de la secrétaire de séance. Ce soir, nous vous proposons Olivier Carré. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce choix? Non. Donc, Olivier, merci de procéder à l'appel. Excuse-moi, d'habitude, tu es par là. Oui, oui. Oui, merci, Olivier. Merci. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Jean-François Dardenne, absent. Pouvoir Mme Lefebvre. Valérie Lefebvre. Présente. Claude Robert. Patricia Richard. Présente. Michel Duplessis. Présent. Ginette de Courtrai. Présente. Olivier Carré, présent. Sonia Viard. Présent. Nicolas Promsi. Présent. Léa Fatma Kaya. Mokhtar Alouache. Marie-Josée Furtado, absente. Pouvoir à Michel Duplessis. Jean-Michel Zakartchouk. Maria Lagache, absente. Pouvoir à Monsieur Alouache. Mehmet Atak. Malika Haït Mbark. Elle va peut-être arriver. Nourrier Topal, absente. Pouvoir à Nicolas Promsi. André Mailleux. Présent. Marie-Claude Descatoires. Absente. Pouvoir à Monsieur Attaque. Yves Duchâteau. Présent. Annie Dupressoir. Nazer Tsimba Pépé. Présent. Imel Bouarbe. Habib Chok. Absent. Pouvoir à Monsieur Tsimba Pépé. Marie Martin. Didier Caron. Badia Drari. Loïc Penn. Lauriane Leriche. Pascal Lambert.
Patrice Abran. Présent. Martine Cagnard. Présent. Gilliane Roux, absente. Pouvoir à Marie-Josée Fuentes. Alain Petit, absent. Pouvoir à Claude Robert. Marie-Josée Fuentes. Le quorum est atteint. Merci. Approbation du procès-verbal de la précédente réunion. Est-ce que vous avez des points à soumettre sur ce compte-rendu? Oui. Oui. Alors merci. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon rétablissement à Monsieur le maire, bien évidemment, toutes nos pensées envers lui. C'est aussi à la demande de Monsieur le maire lors du dernier conseil municipal au sujet de l'impact de la DSP la petite enfance sur le 0,12, c'est la masse salariale. Il m'avait demandé de vérifier mes chiffres, ce que j'ai fait avec la plus grande rigueur et recoupant toutes les données disponibles, bien évidemment. J'avais posé la question à ce sujet. Pourquoi cette économie de 1,2 million ne se reflète pas dans les comptes? Si on détaille bien ce qu'il m'a demandé de faire, la revalorisation de l'indice par l'État, on est environ à 233 000 euros. La GVT, 379 000 euros. L'impact sur la revalorisation du SMIC, on est à peu près à 5 500 euros. Et si on évalue les fameux 4 postes pour la médiathèque, à peu près 100 000 euros. Le total des hausses de charges s'élève donc à peu près 718 000 euros. Alors, si l'on soustrait cette hausse des charges des 1,2 million que je viens d'annoncer d'économie, nous devions trouver environ 483 000 euros d'économie au total. Et cette différence ne peut pas être ignorée, bien évidemment. Donc, je vous repose la question ce soir. Pourquoi n'apparaît-il que 36 000 euros environ d'économie alors que nous devions avoir 483 000 euros en économie? Où se trouve donc l'écart de 452 000 euros? J'entends bien ta question. Je soumettrai j'en discuterai avec les services cette semaine et nous te donnerons une réponse cette semaine. Ok? Merci. Un autre point, une autre question? Ok. Donc le procès-verbal de la précédente réunion est adopté. Compte rendu des décisions, est-ce que vous avez des questions sur les décisions que vous avez reçues? Bonsoir à tous. Alors c'est juste une demande d'information, un complément d'information. La décision 5... Ah. Vous m'entendez mieux? D'accord. Donc c'est juste une demande d'information pour la décision 193. C'est quoi la CELAS clinique des Rochers? C'est la nouvelle clinique vétérinaire qui vient d'ouvrir rue Féderbe, qui a été inaugurée il y a 2 semaines, je pense. Voilà. Merci. De rien. Oui, moi j'ai... bonsoir à tous, déjà, et toutes. Des précisions concernant la décision 253, concernant la mission de diagnostic pour l'extension du groupe scolaire Carnot. Alors déjà savoir si c'est en cours, si elle est réalisée. Si elle est réalisée, j'espère qu'on aura un rendu. Et une question supplémentaire, je voudrais savoir si cette étude prend en compte la réhabilitation du pôle emploi, qui, je rappelle, a été préempté et acheté à 480 000 euros, je crois. Alors l'étude est engagée, elle n'est évidemment pas terminée, elle est en cours et elle tient compte effectivement de la réhabilitation du pôle emploi. Et vous serez bien entendu informé de la suite de cette étude. Merci.
J'en ai une aussi, c'est pour information. Alors, c'est des questions liées à des décisions relatives à l'organisation de l'événement dans le cadre du jumelage de notre ville. Ce sont des initiatives bien évidemment intéressantes et importantes pour tisser des liens au niveau et au-delà de nos frontières, mais nous avons été un peu surpris simplement par le manque d'informations. Au niveau de la ville, bien évidemment, j'ai vu le poste avec quelques décorations, des petits drapeaux, pas de souci, mais j'aurais quelques questions pour mieux comprendre. Est-ce qu'il y a eu une communication destinée aux Nogentais pour qu'ils puissent y participer ? Et s'agit-il d'un événement ouvert au public ou réservé simplement à certains invités, comme les élus, les associations partenaires, les délégations étrangères ? Et ma dernière question est, quel est le budget total prévu pour cet événement au global ? Simplement, nous pensions qu'il serait utile pour tous, élus comme citoyens, d'avoir un peu plus de visibilité sur ces temps forts, surtout quand ils sont financés par des fonds publics. Ok. Vous avez tous reçu effectivement une invitation pour l'ensemble des manifestations des 4 jours de présence des délégations des villes jumelles. Vous avez reçu un framadate de la part de Gaël Lozano sur vos présences aux événements. Nous ne pouvons pas tout dévoiler sur Facebook et au public parce que il y a des moments surprises pendant ce week-end de jumelage. Je pense que Marie-Jo Fuentes qui est là, Olivier Carré, Sonia Viard qui m'accompagne régulièrement dans toutes les réunions peuvent attester de ce que je dis. L'ensemble de la population est invitée à l'inauguration de l'Arbre de Mai le samedi 31 mai à 9h30 dans le parc de la mairie. Vous avez vu la construction de cet arbre et l'installation des panneaux. Il sera fini d'être installé fin de semaine. Donc voilà, pour l'ouverture au public. Les salles municipales ne peuvent pas nous permettre de recevoir un public, un certain nombre de personnes, dans la mesure où déjà les délégations qui participent, on sera à peu près entre 300 et 400 personnes. Rien que les délégations, les familles, les associations, les élus, le C-Cube, enfin tous les gens qu'on a invités. Donc voilà. Et la dernière question, c'était un budget. Je pense que pour l'instant, c'est à peu près 150 000 euros. Tout compris, hein. Les invitations, les manifestations différentes, les temps forts, la création de l'arbre, la communication, les réceptions, les voyages de certaines délégations. Tu n'es pas sans savoir que, par exemple, pour nos amis du camp d'Aïda, c'est la ville de Nogent-sur-Oise qui participe au billet d'avion. La même chose pour le Cameroun. Donc voilà, c'est tout au global, je pense, 150 000 euros. Juste info, parce qu'on m'a posé la question. Habituellement, il y a la fête de la bière, par exemple. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Et quelques Nogentais nous disent, est-ce qu'on aura le droit à tout ça ? Et en l'occurrence, les Nogentais auront le droit à l'inauguration simplement. Et c'est vrai que pour 150 000 euros, c'est dommage de ne pas pouvoir faire profiter les Nogentais de quelques activités autres que l'inauguration. La décision a été prise comme telle parce que le marché couvert ne va pas pouvoir recevoir le nombre de personnes qu'on peut imaginer avec la population. Je suis la première. Je suis la première désolée de cela, mais c'est compliqué de recevoir tout le monde. C'est pour ça que l'inauguration de cet arbre de mai qui représente
vraiment un moment fort de cet anniversaire de jumelage, dans la mesure où les 5 villes jumelles et la coopération décentralisée avec le Cameroun, toutes les délégations seront là, et je pense que c'est vraiment ce moment fort qui est à apprécier de tous. Voilà. Donc, nous entrons donc dans l'ordre du jour de ce Conseil, avec en point numéro 1, la création de postes d'adjoints. Par délibération du 31 mars 2025, le Conseil municipal a décidé de réduire le nombre d'adjoints au maire de 10 à 8, suite à la démission de 2 adjoints courant mars. Il est rappelé que la fixation de son nombre relève de la compétence du conseil municipal et qu'il peut être fixé à 10 maximum au vu de son effectif légal. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire à 10 et de procéder par conséquent à l'élection de 2 nouveaux adjoints. Il y a un souci? Non? Non? Ok. Oui, je mets au vote. Oui. Avant les votes, j'aimerais réagir, si tu le permets. Je souhaite intervenir sur cette délibération concernant l'augmentation du nombre d'adjoints. Il ne s'agit pas ici de parler de contester une personne ou une fonction, ça c'est clair, mais d'interroger sur une décision politique importante, prise à un moment sensible du mandat. Nous souvenons tous que M. le maire avait déclaré vouloir prendre son temps en ajustant le nombre d'adjoints selon les besoins réels de la commune. Il y en a qui sont avec l'extérieur. Donc pourquoi maintenant? Voilà. Est-ce que c'est une réponse à une charge de travail clairement identifiée? Est-ce que les délégations ont été mal couvertes? Cette décision survient en effet à un moment clé du mandat, à quelques mois des élections municipales. Est-ce vraiment une réponse aux besoins de la commune? Par ailleurs, quelque chose d'important aussi, nous avons aussi été surpris de voir que les noms des futurs adjoints sont déjà mentionnés dans l'édito municipal, avant même que le Conseil n'ait voté. Ce décalage peut donner l'impression que notre instance de ce soir n'est consultée, alors que les décisions sont déjà prises en amont. Cela n'aide pas à renforcer la confiance, vous pouvez le comprendre. Et l'annonce des noms dans le magazine, et ça c'est pour info et aussi peut-être rétablir les choses si c'est encore possible, avant même le vote du Conseil, interroge sur la légitimité, voire la légalité de la démarche. Donc le respect du processus démocratique n'est pas une formalité et c'est une exigence de fond pour ce soir. Et c'est pour ça qu'on s'abstiendra sur cette délibération. Ok, le nombre d'adjoints porté à 10 c'est une volonté de Monsieur le maire et de la majorité, en fonction aussi effectivement du travail à accomplir jusqu'à la fin du mandat. Donc effectivement, entre nous, on en a discuté et on est tombés tous d'accord pour élire 2 autres adjoints, ce que nous faisons ce soir. Et pour les noms annoncés avant le vote, c'est quand même assez particulier. Les noms annoncés avant le vote, je n'ai pas souvenir de cet article de journal. La tribune de Monsieur le maire. Ouais, donc en fait, comment? De la majorité. Effectivement, nous, on a effectivement préparé ce conseil. Donc, on a discuté entre nous. On a demandé qui parmi nous souhaitait se porter candidat pour cette élection. Donc, c'est ce que nous allons faire au prochain point. Et ça n'empêche pas que d'autres personnes peuvent se présenter ce soir, comme il sera dit dans le point numéro 2.
juste vérifier la légalité, en fait, sur tout ça aussi. Parce que les gens posent la question, en fait, on nous dit, vous allez voter ce soir alors qu'on a déjà vu les noms. Ça ne voulait pas dire qu'on va voter contre, mais vérifier quand même la légalité de cette délibération. On vous remercie. Pas de problème. Il y a un souci. Donc, je fais voter parce que nous n'avons pas voté. Donc, qui s'abstient? Vous notez? Qui vote contre? Qui vote pour? Ceux qui ont des pouvoirs, n'oubliez pas de lever les mains. OK? Donc, point numéro 2. Ah, pardon. Adopté à l'unanimité, merci. Non, pas à l'unanimité, pardon. Adopté à combien? À la majorité, pardon, excusez-moi. Soyez indulgents de mon premier conseil municipal. Point numéro 2, élection des adjoints. Le conseil municipal ayant décidé de porter le nombre d'adjoints au maire de 8 à 10, il convient désormais de procéder à l'élection de 2 nouveaux adjoints. S'agissant de l'élection de 2 adjoints et en application des articles L2122.7 et L2122.7.2 du Code général des collectivités territoriales, ceux-ci seront élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue des suffrages exprimés, sans panachage ni vote préférentiel. Afin de respecter le principe de parité des adjoints, les listes candidates devront être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est précisé que les bulletins nuls et blancs seront décomptés du nombre de votants pour obtenir le nombre de suffrages exprimés, contresignés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal de l'élection. Je fais donc appel à candidature. Qui est candidat pour les postes de 9e et 10e adjoint? Imen Bouarbe pour le poste de 9e et Mokhtar Alouache pour le poste de 10e. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Ok. Donc, vous avez devant vous une enveloppe ou 2 en fonction des pouvoirs que vous avez, avec un bulletin marqué Madame 9e adjointe ou Monsieur 10e adjoint et un papier blanc pour vos votes. Je vais demander à Gaël de passer pour le vote et à Olivier de... Alors juste, Oui, je oui. voulais intervenir, Si vous... juste pour qu'un vote se fasse en toute quiétude, normalement il faut s'isoler pour voter. Alors, vous avez la possibilité de vous installer dans la salle d'attente de Monsieur le maire pour un vote dans un grand isoloir pour le coup. Donc, ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas. C'est pas ceux qui veulent, c'est Pardon? C'est tout le monde doit passer par. C'est comme ça. Pas forcément. Je sais. Excusez-moi, pour l'orthographe des 2 noms, Imen, I-M-E-N, Bouarbe, B-O-U-H-A-R-B, et Mokhtar, M-O-K-H-T-A-R, Alouache, A-L, A-2-L, O-U-A-C-H-E.
qui prend bien. Bien, on ouvre les votes. Donc Jean-François Dardenne, absent, pouvoir même Lefebvre. Valérie Lefebvre. Claude Robert. Une seule. Patricia Richard. Michel Duplessis. Ginette de Courtrai. C'est moi qui l'ai voté. À voter. Olivier Carré. À voter. Sonia Viard. À voter. Nicolas Promsi. À voter. Léa Fatma Kaya. À voter. Mokhtar Alouache. À voter. Michel Duplessis pour Marie-Josée Furtado. À voter. Jean-Michel Zakartchouk. À voter. Mokhtar Alouache pour Maria Lagache. À voter. Mehmet Atak. À voter. Malika Haït Mbark. Absente, pardon. Nicolas Promsi pour Nourier Topal. À voter. André Mailleux. À voter. Mehmet Atak pour Marie-Claude Descatoires. À voter. Yves Duchâteau. À voter. Annie Dupressoir. À voter. Nazer Simba Pepe. À voter. Imen Bouarbe. Nazer Simba Pepe pour Habib Chok. À voter. Marie Martin. À voter. Didier Caron. À voter. Badia Drari. À voter. Loïc Pen. À voter. Lauriane Lerich. À voter. Pascal Lambert. À voter. Patrice Abran. À voter. Martine Cagnard. À voter. Marie-Josée Fuentes pour Gilliane Roux. À voter. Claude Robert pour Alain Petit. À voter. Marie-Josée Fuentes. À voter. Merci. Comme pour les autres élections des précédents conseils, je vais demander à Nazer Simba Pepe, notre collègue le plus âgé, entre guillemets. Et alors, c'est pas Nurier parce que Nurier est absente aujourd'hui, mais à Marie Martin, notre collègue toute jeune, toute nouvellement arrivée, de venir ici pour le dépouillement. Je les remercie. Et aussi, Didier, pour ta remarque, j'ai le conseil, le MAG sous les yeux, et donc effectivement, Monsieur Dardenne, dans sa tribune, a bien noté à l'issue du prochain conseil municipal et sous réserve d'un vote de confirmation de la part des élus, car telle est la loi de la démocratie,
2 nouveaux maires adjoints viendront compléter l'équipe. Il s'agit d'eux. Mais c'était bien marqué, sous réserve. Allez-y. Elle est où la... Non, si tu soulèves. Non. Oui. Oui. Voilà. Non. Tu soulèves le... Voilà. Valérie, vous voulez récupérer celle-là? Pardon? Vous voulez récupérer? Elles n'ont pas été utilisées. L'enveloppe est... Elle est pas présente. Vous deviez en avoir 34, c'est parfait. Merci. On vous écoute. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Imen Bouarb, Mokhtar Alouache. Blanc. 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 Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. 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 Blanc. 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 Il n'y a pas de nom. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Imen Bouarb, il n'y a pas de deuxième nom. Nul. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Blanc. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Blanc. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache. 16. Imen Bouarb et Mokhtar Alouache.
Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Imen Boab et Mokhtar Alouache. Et le dernier, Imen Boab et Mokhtar Alouache. Mais vous recomptez? J'ai 26. Non, j'ai 7 blancs et 1 nul. Blanc, pardon. 1, 2, 7 blancs et 1 nul. 7 blancs et 1 nul. Merci à tous les deux. Donc, sont élus Madame Imen Bouarbe au poste de 9e adjointe et Monsieur Mokhtar Alouache au poste de 10e adjoint. Oui. Je vous invite à venir là, devant nous. On va laisser l'honneur aux femmes. Bien sûr. Imen, si tu veux bien. Si tu veux, si vous voulez dire un petit mot, Imen, à toi le. Bonsoir à tous, à toutes. Je tiens dans un premier lieu à remercier Monsieur le maire Jean-François
et mes collègues élus pour cette confiance et de m'avoir honorée à ce titre d'adjointe. C'est encore une responsabilité supplémentaire auquel je m'engage à continuer à m'investir auprès des services, auprès des administrés. Et voilà, merci. Je voulais aussi remercier mon conjoint Arnaud et ma fille qui me soutiennent et qui sont où je suis souvent absente. Du coup, merci, et puis merci de votre présence ce soir. Et comment ne pas oublier, il manque une personne ce soir auquel j'ai une grosse pensée, c'est notre ami Hervé Roberti, qui aurait été fier de mon parcours, et voilà, une grosse pensée à lui. Donc c'est à mon tour là. Ouais. Bon. Donc merci à toutes les personnes qui sont autour de la table, l'opposition compris, parce que la démocratie c'est aussi cela, c'est les suffrages, c'est une première pour moi, tout le monde le sait. Hein. Donc je suis élu depuis 2014, ça va faire 11 ans. Je suis très honoré de devenir adjoint ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très honoré que la majorité me renouvelle leur confiance à un an des élections. Je suis très content que M. Dardenne m'ait donné l'occasion d'être utile à nos administrés depuis 2014. Pourtant, j'ai rencontré certaines difficultés, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Et que tout le monde, en tout cas la majorité, a voté pour mon titre d'adjoint. Et surtout, une grande pensée pour notre cher ami Hervé Roberti, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui se passe en ce moment, il me l'avait dit il y a presque 2 ans, avant qu'il décède. Et donc j'ai une grosse pensée pour lui. C'est quelqu'un qui m'avait donné quand même beaucoup de force, beaucoup d'énergie, qui m'avait un peu donné des conseils qui ont été très importants pour moi. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 minutes, sans M. Dardenne, tout ça, ça n'aurait pas été possible pour moi. Parce que quand même, je ne suis pas le premier, parce que M. Dardenne est maire depuis 2008. Avant moi, il a donné des chances à des jeunes comme moi qui n'auraient jamais pensé être élus. Il y a des gens ou des personnes qui ont pris cette chance avec beaucoup d'importance et qui ont réussi, et d'autres qui ont complètement fait n'importe quoi, pour dire que ça. Et donc voilà, être utile, comme disait aussi notre cher ami Hervé, des partis Mokhtar, c'est pas important. Le plus important, c'est d'être utile aux non-jantés. Et pour bien finir tout ça, parce que c'est aussi important pour moi, je voudrais surtout rendre hommage à mes parents qui m'ont très bien éduqué, qui m'ont donné des valeurs, des principes. Ça peut pas bouger, c'est des racines d'un arbre, c'est pareil, et puis sans eux, je pense que jamais je serais là, où je serais élu, où je serais autant utile aux non-jantés. Et je voudrais même dire une dernière petite chose pour finir sur ça, c'est que, bon, on va dire, je vais pas me vanter, mais tellement je suis impliqué, parfois je vais chez ma mère, et vu que j'y vais souvent, il y a des mamans ou des personnes qui passent par ma maman pour me demander des services qui sont en lien avec la mairie, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est du bonheur, tout ça. J'ai une belle équipe, on est tous soudés, parfois il y a des petits, mais ça reste très petit, et puis voilà. Voilà les amis. Il y a un fan club dans la salle. Merci à tous les deux et au travail. Voilà, il n'y a que ça à dire en fait. Nous passons au point numéro 3, indemnité des élus, modification des taux de base. Ah, je te laisse... je le laisse regagner sa place. Donc, la modification du nombre d'adjoints nécessite de revoir la répartition de l'enveloppe globale des indemnités de fonction. S'agissant de la fixation des indemnités de fonction prévues aux articles L21, 23, 23 et L21, 23, 24 et L21, 23, 24, 1 du Code général des collectivités territoriales, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020, Nogent-sur-Oise est classée dans la strate des communes de 20 000 à 49 999 habitants. Compte tenu de ce classement,
Le taux pour l'exercice effectif des fonctions de maire est fixé à 90%. Le taux maximal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint est fixé à 33%. En application de l'article... Il est donc demandé au conseil municipal, sur la base de 10 adjoints et de 17 conseillers municipaux ayant une délégation de fonction, d'adopter les taux suivants en pourcentage du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique: le maire 90%, les 10 adjoints 21,45% chacun, les 17 conseillers municipaux délégués 6,78% chacun. Les indemnités sont versées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur de l'indice de référence. Et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune au chapitre 65. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci. Alors, indemnité, point numéro 4, indemnité de fonction des élus, application des majorations prévues à l'article L 21-23-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, en fonction de la délibération précédente, il est demandé au conseil municipal d'adopter les majorations suivantes aux indemnités. Majoration au titre des communes chefs-lieux de canton 15%, majoration au titre de la dotation de solidarité urbaine et de la cohésion sociale au prorata des indemnités maximales applicables à la strate 50 000 à 99 999 habitants, d'inscrire les crédits correspondant au budget de la commune en chapitre 65. Et donc, dans le tableau qui suit, vous avez les taux, les majorations et le total avec le brut mensuel des élus de ce conseil. Des votes contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci. Alors, point numéro 5, désaffectation du chemin rural de Mélo. Patricia Richard. Bonsoir à tous. Par délibération en date du 16 décembre 2024, le conseil municipal a approuvé l'intérêt pour la commune de céder une partie du chemin rural de Mélo au département de l'Oise pour la réalisation d'un projet de nouveau centre de secours ainsi que le lancement d'une enquête publique prévue au du code rural, au niveau du code rural et de la pêche maritime. Il est rappelé que le département de l'Oise porte un projet de construction d'un nouveau centre de secours mieux positionné sur le territoire de la commune en remplacement d'un équipement devenu exigu, obsolète et inadapté aux contraintes et matérielles de notre époque, et que le terrain d'assiette de ce projet est traversé par un ancien chemin rural dénommé chemin rural de Mélo. Pour pouvoir céder cette partie du chemin rural, le Code rural et de la pêche maritime dispose qu'une enquête publique préalable est nécessaire afin d'une part de constater que ce chemin n'est plus utilisé par le public et d'autre part pour permettre aux riverains d'acquérir la partie de chemin bordant leur propriété. Cette enquête publique a été organisée du 24 mars au 8 avril 2025. À l'issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'aliénation du chemin de Mélo situé entre l'avenue Albert Jacquard et la RD 200, malgré quelques remarques émises par des riverains résidant à Montataire et par l'association Vélo Oise. Les remarques émises par les riverains ne portent pas sur l'existence du chemin rural, mais sur l'usage de la parcelle BN21 et donc étrangère à l'objet de l'enquête publique. Celles émises par l'association porte sur l'accessibilité de la RD 200 par les piétons et les cyclistes.
La réponse ne peut être apportée qu'après concertation avec les services du département de l'Oise, concernant cette fréquentation par piétons et cyclistes, gestionnaire de la route départementale. Il sera cependant rappelé qu'à cet endroit de la RD 200, à hauteur du radar actuel, où la vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h, l'usage de la voie et des abords demeure très dangereux pour les piétons et les cyclistes. Il est précisé qu'une délibération ultérieure interviendra pour autoriser la cession au département de l'ensemble du site lorsque les conditions de cette vente seront définitivement connues. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les conclusions si annexées du commissaire enquêteur émises dans son avis en date du 22 avril 2025, que vous avez donc dans les documents en annexe, d'approuver la fin de l'affectation publique du chemin de Mello et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre les moyens matériels et juridiques pour faire cesser cette affectation. Des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Point numéro 6, prescription de la modification numéro 5 du plan local d'urbanisme. Patricia Richard. Alors, par délibération en date du 10 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par la suite, ce PLU a été modifié à plusieurs reprises. Le PLU, dans sa version actuellement en vigueur, comporte deux zones dites zone 2AU, correspondant à une partie de l'emprise ferroviaire le long de la rue de Verdun et de la rue Gambetta. Ces sites sont occupés en grande partie par le faisceau ferroviaire et quelques entrepôts. Ces secteurs sont actuellement inconstructibles, hormis pour des projets ponctuels pour le compte de la SNCF. Une ouverture à l'urbanisation ne sera possible qu'après une modification du PLU, si celle-ci intervient avant la date anniversaire des 6 ans du PLU, auquel cas une révision générale du PLU s'imposerait. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR, puis la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, ont renforcé l'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU en prévoyant que les plans locaux d'urbanisme doivent faire l'objet pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'une procédure de modification avec délibération motivée. Dans ce cadre, un dossier justifiant l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU au regard des besoins communaux est annexé à la présente délibération. Cette procédure de modification permettra également d'apporter quelques modifications aux règlements et aux annexes, ajout des dernières évolutions telles que le droit de préemption dans les zones naturelles, la délibération relative aux zones de mémoire, donc ZAENR, ces zones d'accélération des énergies renouvelables. Quelques modifications réglementaires concernant l'aspect des clôtures et quelques mises à jour réglementaires, notamment concernant l'emprise au sol. Considérant que les évolutions envisagées entrent dans le cadre d'une modification du PLU avec enquête publique, conformément à l'article L153-41 du Code de l'urbanisme, considérant le dossier annexé à la présente délibération, démontrant que l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU est utile au regard de la nécessité de requalifier à vocation économique les friches ferroviaires classées en zone 2AU au PLU approuvé, de la nécessité de conforter le dynamisme économique afin notamment d'augmenter le nombre d'emplois offerts sur le territoire communal, et de la faisabilité du projet envisagé. Il est demandé au conseil municipal de prescrire la modification numéro 5 du PLU afin de modifier le règlement, le plan de zonage, les orientations d'aménagement et de programmation et d'ouvrir à l'urbanisation les zones 2AU couvrant 2 friches ferroviaires. De charger Monsieur le maire de l'ensemble des modalités s'y rapportant, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Et conformément à l'article L153-40 du Code de l'urbanisme, il est précisé que le projet de modification sera notifié avant l'ouverture de l'enquête publique aux personnes publiques associées et à la mission régionale d'autorité environnementale pour requérir son avis sur l'évaluation environnementale.
La présente délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée d'1 mois en mairie, aux endroits habituels, et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal. De même, la présente fera l'objet d'une publication sur le site internet de la ville conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Merci. Des questions? Une intervention. Oui. Donc cette délibération proposée aujourd'hui porte sur la modification du PLU pour ouvrir à l'urbanisation des zones 2AU qui correspondent aux friches ferroviaires le long de la rue de Verdun et de la rue Gambetta. Cependant, il est légitime de se poser la question suivante. Quel type de projets sont envisagés sur ces terrains? Est-il possible que cette ouverture à l'urbanisation puisse, dans un futur proche, permettre la construction de logements dans cette zone? Si oui, quel sera l'impact sur les infrastructures existantes et sur la qualité de vie des habitants, notamment en termes de transport et de services publics? En outre, nous savons que des projets comme Gare Cœur d'Aglo, qui jouxte ce projet, sont en cours dans cette zone, et je tiens à rappeler qu'en tant que conseiller communautaire à l'Axo, et ayant suivi de près ce projet, je suis particulièrement sensible aux enjeux d'urbanisation dans cette zone. Bien que nous ne puissions pas affirmer un lien direct avec cette modification du PLU, il serait important de savoir si cette démarche fait partie d'une stratégie globale ou s'il s'agit d'une volonté isolée de la ville. Dans cette optique, nous aimerions savoir quel est le but précis de cette modification. Cependant, si cette ouverture à l'urbanisation est destinée à des projets économiques qui dynamiseront notre territoire et offriront des opportunités d'emploi, nous serions favorables à cette initiative, à condition que cela soit précisé clairement dans la délibération et inscrit noir sur blanc dans le PLU. Cette transparence permettra de garantir que les projets envisagés seront réellement bénéfiques pour la commune et ses habitants. Dans l'état actuel, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Alors, je vais répondre à quelques points. Donc, le premier point, c'est que cette friche ferroviaire, pour l'instant, est effectivement classée en zone 2AU et que l'idée est de l'ouvrir à l'urbanisation, à vocation potentiellement d'habitat et à vocation économique. La deuxième chose, c'est que cette friche ferroviaire, pour l'instant, ne nous appartient pas, mais appartient à la SNCF. Et qu'il est inutile d'envisager d'ores et déjà, alors même que la SNCF ne cède pas cette portion donc 2AU actuelle, donc à la ville, il sera de toute façon, au moment opportun, intéressant de voir ce que l'on peut faire de ces friches ferroviaires. La troisième chose, c'est qu'il y a un projet qui s'appelle Gare Cœur d'Aglo et que, comme tu l'as précisé, ça s'inscrit aussi dans une stratégie globale de réactivation économique de toute cette zone. Enfin, effectivement, pour avoir étudié le document annexé, il y a une baisse des emplois et que si un projet à vocation économique devait s'installer dans cette zone assez stratégique, ça pourrait avoir un impact positif. Maintenant, il y a aussi une enquête publique, donc j'invite toutes les personnes qui auraient des questions à poser à les poser lors de cette enquête publique, puisque je viens de préciser qu'elle aura lieu pendant 1 mois. Et une remarque quand même. Le document qui est annexé à cette délibération porte essentiellement et uniquement sur l'aspect économique, c'est-à-dire, et je l'ai lu, 28 pages à lire sur, en effet, la baisse d'activité économique en proportion de la population nogentaise. C'est décliné sur plusieurs années, et à ce titre, ça justifierait que cette zone de friche soit ouverte à l'urbanisation pour des projets économiques. Nulle part il y a un mot de on pourrait faire de l'habitation sur ces friches-là. Habitation qui poserait plusieurs problèmes. Un, de densification nouvelle de la ville, et je ne vais pas revenir, ça fait quand même une éternité qu'on explique qu'il faut arrêter de faire ça, toujours nos infrastructures qui ne suivent pas. Deux, un problème de nuisance sonore des gens qui seraient dans ces bâtiments, juste en portion de rail, enfin ça, c'est pas possible. Donc, moi je la voterais volontiers, cette délibération. Sauf qu'en effet, il n'y a pas de précision sur ouverte uniquement à l'activité économique. On est sur un truc où, en gros, on est obligé de signer un chèque en blanc. C'est extrêmement gênant, parce qu'on pourrait là se retrouver sur une nécessité
d'intervention de la ville pour permettre le développement économique de nouveau de nos gens, qui a souffert ces dernières années, et tout le document annexé le montre. Et là, en fait, on nous demande de voter un truc où on dit urbanisons, on ne sait pas ce qu'on fera. Et autant le document annexé, je le voterai avec plaisir parce qu'il est bien, je ne sais pas qui l'a fait, mais il est très bien fait, autant la délibération, elle n'est pas du tout conforme au document annexé. Donc il y a un truc qui ne va pas, on s'abstiendra sur cette délibération. Ok, donc c'est noté, même réponse que précédemment, hein, donc je vous invite à effectivement mettre toutes les annotations que vous venez de préciser donc, pendant la période d'1 mois au cours de l'enquête publique, ce qui pourra être effectivement intéressant ensuite lorsque les conclusions seront tirées de ce document. Autre chose? Non? C'est bon. Donc on procède au vote. Qui est contre? Donc qui s'abstient? C'est bon? Et qui est pour? Oui, mais on lève pour les comptes. Point numéro 7, cession à l'association nogentaise culturelle et cultuelle des Rochers, terrain cadastré AE 534 et 494, 636 rue Feuille-d'Herbe. Claude Robert, pardon. Bon, vu que le titre a déjà été donné, je vais prendre tout de suite le texte. Donc l'association culturelle et cultuelle des Rochers a demandé un accès, et donc toutefois l'accès de ce terrain qui se trouve rue Feuille-d'Herbe est réalisé depuis un terrain appartenant à la commune de Nogent-sur-Oise. Ce terrain est composé des parcelles AE 494 et 534, comporte une parcelle de 560 mètres carrés. D'un accord commun avec cette association, il est proposé que la commune transfère la propriété de ce terrain à l'association pour qu'elle puisse réaliser des travaux d'accès, entre autres de parking de son établissement. Les services du domaine ont été saisis en date de 2/8/2023, dont les effets ont été prolongés pour 18 mois. Ce dernier, donc je parle de services des domaines, a estimé la valeur vénale à 28 000 €. Après accord entre les parties, il est convenu de céder cet ensemble immobilier pour un montant déterminé par l'application de la marge d'appréciation de 10% arrondi à 25 000 €, après un échelonnement du prix selon les modalités suivantes. Le prix de cession est échelonné après un premier paiement de 5 000 € réglé à la signature de l'acte authentique. Les 20 000 restants seront échelonnés par paiement annuel fixé à 2 000 € sur un délai de maximum de 10 ans, sans que le prix ne porte intérêt. Par ailleurs, il est précisé que les frais d'établissement de l'acte notarié resteront à la charge de l'acquéreur. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles AE 534 et 494, 6 rue Feuille-d'Herbe à Nogent-sur-Oise pour un montant de 25 000 € au bénéfice de cette association, d'approuver les modalités de cette cession, l'échelonnement avec un premier paiement de 5 000 € et réglé à la signature de l'acte authentique, et les 20 000 restants seront échelonnés par paiement annuel à 2 000 € sur un délai de 10 ans sans que le prix ne porte intérêt. Et d'autoriser, donc oui, je n'ai pas la... voilà, à signer les documents. Merci Claude. Je mets au vote des votes. Est-ce qu'il y a une remarque sur cette délibération? Non. Je mets au vote donc des votes contre, des abstentions. À l'unanimité, merci. Point numéro 8, retrait, acquisition, fonds de commerce, 129 rue Roland Vachette. Olivier Carré. Oui, alors, lors du conseil municipal du 6 mars 2025, nous avons approuvé l'acquisition du fonds de commerce lié à l'activité de bar-restaurant de l'établissement Le Solcy, situé au 129 rue Roland Vachette, au prix de 77 200 €. Par courrier en date du 29 avril 2025 de Madame le sous-préfet de Senlis, il a été fait la remarque que ce prix d'acquisition approuvé par le conseil municipal dépassait l'estimation réalisée par le service des domaines à 52 000 € et que cette non-conformité crée une insécurité juridique pour la commune.
Il est donc demandé au conseil municipal de retirer cette délibération DL 2025-013 en date du 6 mars 2025 portant sur l'acquisition du fonds de commerce situé au 129 rue Roland-Vachette pour un montant de 77 200 € et d'autoriser Monsieur le maire à proposer une offre d'achat de ce fonds de commerce dans la limite de l'avis du service des domaines assorti de la marge d'appréciation de 10%, soit 57 200 € au maximum. Alors cet écart de poids, on peut l'expliquer assez simplement, du fait que lorsque nous avons acquis le fonds de commerce, il est compris dedans les éléments corporels, ce qu'on appelle en fait ce qu'est le mobilier en fait. C'est compris dans le prix et nous on l'avait ajouté. Voilà pourquoi il y a une erreur de 20 000 € qui correspond donc à ce mobilier que nous avions rajouté. Donc c'est une erreur de notre part et donc ça va être corrigé. Voilà. Merci Olivier. Des questions à ce sujet? Oui. Oui, la personne à qui on rachète ce bien est-elle toujours d'accord pour la nouvelle somme Oui, évidemment, elle a été mise en information dès qu'on a reçu le courrier et donc oui, elle a confirmé. Donc je mets au vote des votes contre, des abstentions. Ok, unanimité. Merci. Délibération numéro 9, reprise des concessions funéraires à l'état d'abandon. Sonia Viard. Alors, la commune de Nogent-sur-Oise fait face à une saturation progressive de ses deux cimetières de l'Argilière et Fédère. Ainsi, et afin de pouvoir continuer de répondre à la demande, la commune a entrepris diverses procédures. Alors, l'extension partielle du cimetière Fédère, ayant vocation à se poursuivre dans les années qui viennent, et le lancement de procédures de reprise de concessions funéraires dans deux situations. Lorsque les concessions sont échues et que personne n'a procédé au renouvellement de celles-ci avant un délai de 2 ans à compter de leur échéance. En application de l'article L. 2223-15 du CGCT, dans ce cas, la commune adresse au préalable une relance quand cela est possible. Lorsque les concessions ne sont pas échues, mais ont plus de 30 ans, que la dernière inhumation remonte à plus de 10 ans et que celles-ci ont cessé d'être entretenues et que l'état d'abandon peut donc être constaté. Au-delà de répondre à la problématique de saturation des cimetières, ces procédures de reprise présentent l'avantage de contribuer au bon entretien des sites en reprenant des concessions non entretenues et dans un état de délabrement avancé. Les procédures de reprise pour... Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Les procédures de reprise pour état d'abandon sont en particulier régies par les dispositions correspondantes du Code général des collectivités territoriales, articles L. 22, 23, 17, 18 et 12 et suivants, qui prévoient que le maire ou son délégué constate, après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde champêtre ou d'un policier municipal, l'état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, 1 an après cette publicité, la concession est toujours en état d'abandon, le maire ou son délégué peut dresser un nouveau procès-verbal notifié aux intéressés. 1 mois après cette notification, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté de reprise de la concession publié et notifié aux intéressés. 30 jours après ces formalités, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes restés sur la concession et faire procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées et les faire réunir dans un cercueil de dimensions appropriées. Au terme des opérations précitées, ces concessions peuvent ensuite être réattribuées.
La commune a ainsi engagé une telle procédure pour une dizaine de concessions identifiées comme étant les plus délabrées et répondant aux critères précités fixés par la réglementation, dont la liste figure en annexe de la présente délibération. Un premier procès-verbal d'état d'abandon établi le 21 septembre 2023, notifié aux descendants ou successeurs du concessionnaire, le cas échéant dans le délai de 8 jours et dont les extraits ont été affichés en mairie et au cimetière du 25 septembre au 25 octobre 2023, du 10 novembre au 10 décembre 2023, puis du 26 décembre 2023 au 26 janvier 2024. Puis un second procès-verbal a été établi le 28 mars 2025 et a été notifié le même jour aux descendants, aux successeurs des concessionnaires lorsqu'ils étaient connus. Le délai d'1 mois à compter de cette notification étant expiré, la reprise des concessions visées vous est donc soumise pour approbation. Il est précisé que l'ensemble des dossiers visés comprenant les PV précités sont joints à la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la reprise des concessions funéraires suivantes pour état d'abandon. Donc je ne vous lis pas le tableau, hein, vous le ferez vous-même. Et d'autoriser monsieur le maire ou la 7e adjointe déléguée en cette matière à prononcer par voie d'arrêté la reprise des concessions funéraires précitées pour état d'abandon et de procéder aux formalités de publicité afférentes. Merci Sonia. Tu peux boire une petite gorgée d'eau, ça te fera du bien. Je mets aux voix. Vous avez des questions ? Non, je mets aux voix. Des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. Point numéro 10, subvention aux coopératives scolaires. Patricia Richard. Dans le cadre de sorties scolaires organisées par les écoles, la collectivité propose d'apporter son concours sous forme de subvention de fonctionnement versée aux coopératives scolaires. Il est ainsi proposé une participation de 4,75 € par enfant et par année. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement de subventions aux coopératives et aux associations scolaires pour les sorties de l'année 2025 sur cette base, d'autoriser par conséquent le versement des subventions suivantes qui sont donc annexées, qui sont dans la délibération, et je vais aussi vous épargner de vous lire le montant pour chaque école, donc pour les sorties de l'année 2025. Donc soit un total de 8 863,50 € pour les écoles élémentaires et un total de 5 134,75 € pour les écoles maternelles. Et de préciser que les crédits nécessaires seront imputés au compte 65-74, fonctions 211 et 212. Merci. Des votes contre ? Des abstentions ? Voté à l'unanimité, merci. Point numéro 11, mise en place d'une bibliobraderie. La médiathèque doit effectuer régulièrement le renouvellement et l'actualisation de ses collections en retirant du circuit de prêt et en se séparant des exemplaires devenus obsolètes ou défraîchis. Considérant que la vente aux particuliers permet aux bibliothèques de communiquer sur la pratique du désherbage et de donner une seconde vie aux exemplaires encore en relativement bon état, mais qui n'ont plus leur place dans les collections, considérant que l'usage de ces exemplaires dans la bibliothèque ayant modifié leur apparence, couverture plastifiée, marque de tampon, cotation, etc., leur mise en vente ne constitue pas une concurrence sur le marché du neuf, ni même celui de l'occasion, d'autant plus que dans la mesure où cette opération resterait ponctuelle à raison d'1 fois par an. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'organisation d'une vente annuelle des exemplaires désaffectés de la médiathèque à destination des particuliers, selon les modalités précisées dans le document qui vous a été mis en annexe, mise en œuvre de la bibliobraderie,
de fixer un tarif d'1 euro par ouvrage mis à la vente dans le cadre de cet événement, d'autoriser la cession à titre gratuit des exemplaires invendus à une ou à des associations retenues pour leur action dans les domaines culturels, éducatifs, humanitaires, social ou de santé, et à passer tous les actes à cet effet, et de préciser que les documents restants seront détruits, restants après cette braderie seront détruits. Des questions à ce sujet? Non. Des votes contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 10. Point numéro 12, adhésion à une centrale d'achat. Michel Duplessis. Oui, donc il s'agit d'une adhésion à une centrale d'achat spécialisée dans le domaine du numérique et des télécoms, dénommée Canut. Donc vous savez que ça coûte un peu de sous, tout ce qui concerne le numérique. À cet effet, l'AXO a une politique de mutualisation. Les marchés qui sont lancés par l'AXO arrivant à échéance, celle-ci propose l'adhésion du groupement de commandes auprès d'une nouvelle centrale d'achat public créée en 2023, donc la Canut, qui est une association loi 1901 à but non lucratif dédiée aux collectivités, bailleurs sociaux et autres établissements publics. Alors, la Canut propose à ses membres, pour des frais d'accès réduits, de disposer d'une gestion simplifiée de l'achat de fournitures et de services, de marchés spécialisés adaptés aux besoins des collectivités, d'une relation directe avec les titulaires pour l'exécution des marchés, d'une représentation de leurs intérêts face aux titulaires du marché, d'interlocuteurs experts dédiés apportant une forte réactivité aux sollicitations. Alors, l'adhésion à la Canut permettra à la collectivité, par l'intermédiaire du groupement de commandes, de bénéficier de tarifs préférentiels. Alors, celle-ci est gratuite, seul le coût annuel d'utilisation des marchés sera facturé. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe d'adhésion via le groupement de commandes porté par l'AXO à la Canut pour les marchés de télécommunications et diverses prestations informatiques, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires pour formaliser cette adhésion et à prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre, d'autoriser le président de l'AXO en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ou son représentant à signer tous les documents nécessaires pour formaliser cette adhésion et à prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre, à réaliser et à suivre l'ensemble du processus de souscription au marché et aux actes associés auprès de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Merci. Des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 13, Finances. Michel Duplessis. Oui, donc il s'agit de la modification de la délégation relative aux lignes de trésorerie. Alors, considérant que les lignes de trésorerie permettent de financer des besoins ponctuels de trésorerie afin de permettre une meilleure maîtrise des flux financiers et des rythmes de paiement, ces produits, par leur souplesse, permettent d'écarter tout risque de rupture de paiement lié au décalage potentiel qui existe entre le mandatement des dépenses et la perception des recettes. Donc, il est demandé au conseil municipal d'octroyer à monsieur le maire une délégation permettant de mobiliser des produits de financement de la trésorerie pour un montant maximum de 5 millions d'euros sur l'exercice 2025 et jusqu'à la fin du mandat en cours, sous les réserves suivantes. Donc, les index de référence des lignes de trésorerie pourront être les suivants. Donc, vous avez purement technique. Leur durée ne pourra pas excéder 1 an. Et d'autoriser donc monsieur le maire à lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers, de retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché, à un instant donné, et des primes et commissions à verser, passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée, résilier l'opération arrêtée, signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents, procéder à des tirages échelonnés dans le temps, des remboursements anticipés ou consolidation, conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Le conseil municipal sera tenu informé des lignes de trésorerie contractualisées dans le cadre de cette délégation. Merci Michel. Des questions à ce sujet?
Ok. Des votes contre? Ah, pardon. Je vais faire rapide quand même. Juste pour rappel de cette ligne de trésorerie, on est bien d'accord, monsieur le DGS, ou enfin quelqu'un qui pourrait me répondre, c'est bien pour avoir de la liquidité en attendant des subventions ou des recettes, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer que cette ligne de trésorerie, elle est bien pour financer des projets qui ont dû être inscrits au budget primitif? Et puis, bien évidemment, pour les urgences, on est d'accord, mais est-ce qu'elle servira simplement au projet qu'on a dû inscrire? Et logiquement, le temps d'avoir les subventions, cette ligne de trésorerie servira à ça. Mais c'est vrai que 5 millions d'euros, ça fait un peu beaucoup quand même. Je peux répondre Oui. Donc, Michel, on va plus répondre. Non, mais la ligne de trésorerie, elle sert à fonctionner. Ça sert à fonctionner. C'est-à-dire qu'en début d'année, le montant de nos recettes est inférieur à nos montants de nos dépenses. Ça se rééquilibre sur la deuxième partie de l'année. Parce que jusqu'au mois de mai, là, par exemple, si je vous donne les chiffres aujourd'hui, les recettes sont à 10 millions en fonctionnement et à 12 millions en dépenses. Et c'est tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça. Alors on n'utilise bien évidemment pas les 5 millions. Hein. Si vous regardez tous nos documents comptables, nous sommes à 0 au 31 décembre de chaque année, hein, depuis 3 ans, où j'en suis le directeur général des services. Mais c'est ce qui nous permet ou d'avancer sur les projets, certains projets où il faut payer tout de suite, et les recettes arrivent un peu plus tard. Alors, ça peut être des recettes de subvention, bien évidemment, ça dépend. Hein, quand il y avait le groupe scolaire, c'était les recettes effectivement du groupe scolaire qui étaient un peu décalées dans le temps. Là, on attend une grosse recette. Par exemple, du projet que tu connais bien, le projet FEDERB, où 600 000 euros sont en attente. Ils nous sont alloués, votés, mais la somme n'est pas encore arrivée sur les comptes. Les dépenses ont été faites. On a dépensé déjà 700 000 euros sur ce projet, et les 600 000 euros qui doivent rentrer, qui sont dans le budget, on ne les a pas encore reçus. Mais de dire que c'est que pour les investissements, ça serait mentir. Ça sert aussi au fonctionnement. D'accord, mais légalement, elle peut servir aussi pour autre chose que l'investissement? C'est pour ça que je me posais la question. Bien évidemment, une ligne de trésorerie, ce n'est pas un emprunt. Ok. Et parce que on n'a pas le droit d'emprunter pour payer les salaires. Ok, c'était ma question. Merci. Non, ça ne sert à pas ça. Non, les lignes de trésorerie, ça sert à nous éviter de pouvoir fonctionner. Mais du coup, voilà, c'était juste pour finir avec ça, mais c'est bien pour les projets qui ont été déjà annoncés auparavant, ou est-ce que c'est pour des futurs projets? Ah non, c'est pour faire vivre le fonctionnement de la mairie avec les projets qui sont votés dans le budget de fonctionnement et dans le budget d'investissement. Ouais. Il n'y a rien il n'y a pas de piège. Après, il n'y a pas de piège dans l'utilisation. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas dépensé 5 millions d'euros de lignes de trésorerie. On les vote pour pouvoir... On n'a jamais dépassé 3. Hein. Très bien, merci. Juste pour ajouter, savoir que le comptable public nous met un peu la pression. C'est le cas de le dire. Et notamment, on essaye de payer les factures sous les 30 jours maintenant. Et parce qu'on avait tout un reliquat de factures impayées, là, notamment suite à des problèmes de fuite d'eau, etc. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine souplesse et que le maire, ceux qui attendent d'être payés, voilà, la trésorerie, elle permet justement de pallier à ce genre d'inconvénient. Enfin, c'est une solution qui reste quand même coûteuse, il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'évidemment, ce n'est pas gratuit, hein, les lignes de trésorerie. À un moment donné, parce que nous, à chaque fois, on s'abstiendra de nouveau hein, sur ces lignes de trésorerie. La question, c'est celle aussi de la gestion prévisionnelle de la trésorerie. Et à un moment donné, il faut bien assainir les choses, parce qu'on est toujours en train de courir après. Et en effet, on a toujours 2 millions de retard, et encore, parfois 3. À un moment donné, il faut finir par assainir les choses pour éviter de recourir à ce genre de système. Alors qu'on vote une ligne de trésorerie à 1 million d'euros, parce qu'en effet, il y a toujours des ajustements à faire, je veux bien l'entendre, mais que ce soit devenu un mode de fonctionnement depuis des années, j'ai du mal à l'entendre. Donc comme d'habitude, on s'abstiendra, et j'espère que sur la prochaine mandature, on pourra avoir une autre gestion prévisionnelle de trésorerie. Merci. Parfait. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vous avez vu? Ok. Qui vote pour?
C'est bon? Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et je félicite encore nos deux nouveaux collègues. C'est gentil. Merci.